GLQ 1100, Géologie générale, chapitre 15, Géologie de Montréal, module 9, dépôt glaciaire et post-glaciaire. Commençons par résumer l'histoire géologique de Montréal pour les derniers 80 000 ans, c'est-à-dire depuis la dernière grande glaciation, dans un premier temps, à l'aide de coupes géologiques. La glaciation du Wisconsinien supérieur avait atteint son extension maximum il y a 20 000 ans. Cette glaciation a efficacement érodé tous les matériaux qui recouvraient l'île de Montréal. La vallée du Saint-Laurent se déglace entre 13 500 et 13 000 ans. La marge du glacier, maintenant, est à la bordure des Laurentides actuelles. À cause de l'enfoncement du continent sous le poids des glaciers, Montréal s'est retrouvé submergé par les eaux de l'océan Atlantique. On est à l'épisode de la mer de Champlain. À son niveau maximum, seul le sommet du Mont-Royal dépassait de l'eau et faisait une petite île dans cette mer. Le relèvement ésosasique se poursuit et la mer de Champlain laisse sa place au lac à lame silice. Le lame silice, c'est le nom d'un mollusque d'eau douce. Puis, à son tour, le lac à lame silice disparaît et pour laisser la place au fleuve Saint-Laurent que l'on connaît aujourd'hui. On va maintenant revoir cette histoire à l'aide de cartes qui ont été publiées par Pierre J.H. Richard, un professeur maintenant retraité de l'Université de Montréal. On retourne à 13 000 ans avant aujourd'hui, 13 100 ans avant aujourd'hui, et ça permet de montrer un petit détail que je ne pouvais pas représenter sur ma coupe tantôt. Regardez, la région de Montréal est déjà déglacée, mais on n'a pas encore l'eau de l'océan Atlantique dans la région de Montréal parce que l'Inlandsis laurentidien bouche encore le fleuve Saint-Laurent à cette époque. Donc, on a eu momentanément un vaste lac glaciaire qui s'est formé et qui, parce que l'eau ne pouvait pas se drainer par le fleuve Saint-Laurent, l'eau était refoulée pour se drainer via la rivière Hudson jusque dans l'Atlantique, par ici. Maintenant, quand on arrive à 12 800 ans, on est pas mal au début de la mer de Champlain. L'Inlandsis a libéré le fleuve Saint-Laurent et ça permet à l'eau de l'océan Atlantique d'ennoyer la grande région de Montréal. On remarque ici le Mont-Royal, une petite île en plein milieu de cette mer épicontinentale. On arrive à 11 000 ans maintenant. L'eau dans la région de Montréal devient maintenant saumâtre, c'est-à-dire se compare à l'eau de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, par exemple quand on est dans la région de Rimouski. C'est encore de l'eau salée, mais pas aussi salée que la salinité marine normale. À 9600 ans, l'eau salée a quitté la région de Montréal, vient de commencer l'épisode du lac à lame silice, et fait étonnant, fait remarquable, c'est-à-dire, regardez, les niveaux de l'eau étaient à 30 mètres par rapport à l'actuel. C'est à cette époque-là que les eaux du lac à lame silice ont érodé les sédiments déposés par la mer de Champlain pour sculpter la terrasse Sherbrooke, l'escarpement là, qui longe la rue Sherbrooke et qui sépare, par exemple, la rue Sherbrooke de la rue Ontario. Eh bien, c'est une terrasse d'érosion qui date de cette époque du lac lame silice, il y a 9600 ans. À 8400 ans,
le lac Lamsilis commence à se retirer à son tour. Et à partir de 7500 ans avant aujourd'hui, le fleuve Saint-Laurent commence à prendre l'aspect que l'on lui connaît aujourd'hui. Maintenant, allons voir la coupe géologique des différents matériaux qui se sont déposés pendant cette histoire. On commence ici au Wisconsin inférieur. La glaciation wisconsienne vient de s'amorcer et, comme on avait dit, cette glaciation érode efficacement la roche en place pour bien nettoyer tous les matériaux qui avaient été parallèlement déposés sur cette surface-là. Donc, les matériaux les plus anciens, c'est un till et qui porte à Montréal le nom de till de Malone. Au Wisconsin moyen, le climat se réchauffe un peu et la région de Montréal se déglace partiellement, principalement à la rive sud. Donc, à certains endroits, la glace persiste et on continue de déposer du till. Et à d'autres endroits, on trouve des sédiments stratifiés qui peuvent être soit fluviatiles ou lacustres. Au Wisconsin supérieur, la glace revient et on dépose à Montréal le till de Fort Covington. À quoi ressemblent ces matériaux? Eh bien, on va aller voir un exemple photo de ça. Voici une excavation où on a atteint le till. Regardez, au sommet, on voit des sédiments stratifiés mis en place par de l'eau. Et à partir de ce niveau-ci, on a une couche qui fait un peu plus d'1 mètre, qui est formée de blocs, de cailloux, de gravier, de sable, et la couleur grise ici montre que ça contient même des fractions fines. Hein, c'est un diamicton, un mélange de toutes les tailles granulométriques. C'est une couche de till. C'est vraisemblablement le till de Fort Covington qu'on regarde ici. Ces matériaux-là ont la qualité d'être extrêmement compacts. Dans le domaine de la géotechnique, on dit même qu'ils sont surconsolidés, c'est-à-dire plus compactés qu'on pourrait les compacter avec des machineries de chantier. Donc, si on parle de supporter des constructions, quand on creuse une fondation et qu'on atteint ce till, vaut mieux ne pas continuer de creuser parce qu'on ne pourra jamais le recompacter aussi dense qu'il l'est à l'état naturel. Ces matériaux-là ont cependant un petit défaut. Ils sont gélifs. Donc, s'ils sont près de la surface du sol, exposés au gel en hiver, vont gonfler légèrement, ce qui est une propriété souvent jugée indésirable. On voit qu'en dessous de notre till de Fort Covington, on a une couche sableuse qui date probablement du Wisconsin moyen et on revient avec du till un peu plus profondément. C'est fort probablement le till de Malone qu'on revoit à cet endroit-là. On revient dans notre colonne stratigraphique. Par-dessus le till, on peut trouver des sédiments de lacs glaciaires. On appelle ça des sédiments varvés. On va vous en montrer un exemple à l'instant. Voici. Regardez, ce sont des sédiments gris qui se coupent comme du beurre. Regardez, j'ai pris le couteau ici et j'ai coupé soigneusement une tranche pour exposer leur structure. Et on voit un fin litage où alternent des couches de silt et des lits de sable. C'est ça qui est la caractéristique des sédiments de lacs glaciaires. Les varves sont une fine alternance de silt et de sable. Ces varves ont généralement, c'est une alternance qui est annuelle, donc on peut estimer la durée d'un lac glaciaire simplement en comptant ces alternances de silt et de sable. Chaque alternance de silt et sable représente une année d'existence dans ce lac. Heureusement, ces matériaux ne font jamais plus qu'1 mètre d'épaisseur et sont un petit peu problématiques quand on les rencontre dans des excavations parce qu'ils peuvent se liquéfier lorsqu'ils sont vibrés.
Donc, leur faible épaisseur fait qu'on peut les enlever facilement. Mais quand c'est dans le fond d'une excavation, s'ils se liquéfient, ça peut causer un effondrement de parois. Donc, c'est bon de toujours supporter quand on est dans des matériaux meubles, les parois pour éviter les effondrements, surtout quand on rencontre des matériaux comme ceux-là. On revient dans notre colonne stratigraphique. Par-dessus nos sédiments varvés, maintenant, on a les argiles de la mer de Champlain. Dans l'île de Montréal, on peut en avoir entre 1 et 30 mètres. 1 mètre, on comprend qu'on peut les excaver, mais 30 mètres, on n'a pas d'autre choix que de bâtir dessus. Regardons dans un premier temps à quoi ça ressemble quand on est sur le terrain et qu'on rencontre ces matériaux-là. Regardez, c'est de couleur gris comme le til. Ici, c'est séparé par une couche de sable, mais les argiles, c'est plutôt le gris qu'on garde ici. Et contrairement au til, on ne retrouve pas des graviers, des cailloux et des blocs là-dedans. Hein, c'est massif et c'est uniquement des matériaux fins. On peut occasionnellement trouver un caillou échappé par un iceberg, mais en général, c'est uniquement des matériaux fins. Et ça peut contenir des fossiles. On les distingue des varves parce qu'on n'a pas le fin litage silt-sable, le silt-le-sable qui caractérisait les matériaux lacus. Donc, quand c'est massif et que ça contient des petits fossiles, comme dans l'exemple que voici, ce sont nos argiles de la mer de Champlain. On se souvient que ce sont des matériaux sensibles. On a déjà parlé des problèmes qu'on a avec ces matériaux-là. Comme le terrain est en général plat à Montréal, même si ces matériaux sont sensibles, ça ne cause pas de problème, mais tant qu'on ne creuse pas d'excavation. Dès qu'on creuse des excavations, eh bien, on a tous les problèmes dus à la présence de matériaux sensibles. Regardons les fossiles qu'on voit ici. Regardez, on a des fragments de coquillages. Ce sont des coquillages de mollusques marins qui vivent encore. C'est donc, ça confirme que la mer de Champlain est effectivement un plan d'eau salé. Et on voit un fossile qui est difficile à identifier pour un simple amateur de fossiles. Regardez, des petits poils ici. Hein, ça ressemble à des petites touffes de laine minérale. Quel animal se fossilise de cette façon? Eh bien, ce sont les éponges. Les éponges, la seule composante minérale dans une éponge, ce sont les petits poils de silice que voici. L'éponge se décompose au complet et il ne reste que des petits amas de poils comme ceux que l'on voit ici. On comprend que les éponges, ce sont des animaux marins. On retourne dans notre colonne stratigraphique. Par-dessus les sédiments de la mer de Champlain, on a en finale les sédiments des fleuves, plutôt des rivières et des lacs qui ont existé un certain temps dans l'île de Montréal. Cette fois-ci, pour aller voir leur emplacement, on va y aller à l'aide de la carte géologique. Regardez, on revoit l'île de Montréal ici. On va cette fois-ci superposer la carte des matériaux meubles. La légende rapido, en rose, c'est la roche en place qui est directement en surface, avec aucun matériau meuble par-dessus, comme le sommet du Mont-Royal, par exemple. Et beaucoup de roches en place en surface dans l'île de Montréal, dans l'est de Montréal ici. Le til de Malone et de Fort Covington est représenté par la couleur verte. Donc, quand c'est rose et quand c'est vert sur cette carte-là, on a des sols à grande capacité portante. Les argiles de la mer de Champlain sont représentés par la couleur bleue. On en voit un peu partout. L'endroit où c'est le plus problématique pour la construction, c'est dans le centre-ville, ici où on bâtit des immeubles de 30 étages et plus. Il faut asseoir ces édifices-là sur un fond solide. Ça veut dire planter des pilotis qui descendent jusqu'au refus
qu'on va obtenir soit dans le till ou dans la roche. Et maintenant, les sédiments littoraux de la mer de Champlain, hein, les sables de rivage, c'est le jaune foncé qu'on voit principalement autour du Mont-Royal. Et les sédiments de lacs et de rivières, c'est le jaune clair. L'endroit le mieux documenté, c'est le réseau qu'on voit ici. C'est l'ancienne rivière Saint-Pierre qui coulait et se jetait à l'emplacement du Vieux-Port actuel. Tout ce réseau hydrographique est maintenant disparu dans le tissu urbain. Maintenant, on va regarder quelques exemples remarquables. Regardez, ici, c'est ce que je tenais à vous montrer. C'est une excavation qui a été faite sur le Mont-Royal, autour du lac des Castors. Il y a quelques années, on a réaménagé le site et on a dû creuser des excavations pour des travaux, différents travaux qu'on a dû effectuer par rapport au réaménagement du lac des Castors. Et là, bien, regardons la coupe de la base au sommet. Regardez, on voit la roche en place ici. Hein, c'est le gabbro du Mont-Royal. Le rocher a une forme assez régulière et s'enfonce et disparaît sous les déblais au premier plan. C'est recouvert par une couche dans laquelle on voit des gros blocs et des cailloux. C'est un till. Est-ce le till Malone? Est-ce le till de Fort Covington? Je ne pourrais préciser, mais on est bien certain que c'est un till. C'est recouvert par un gris homogène qui représente les argiles de la mer de Champlain. On en a un petit peu moins d'1 mètre ici. Et au sommet, par-dessus les argiles, on a des sables littoraux. Le reste de la coupe, c'est des matériaux rajoutés. C'est du remblai pour niveler le terrain. Donc, le sommet ici, c'est artificiel. Les matériaux naturels s'arrêtent à l'endroit où j'ai le pointeur. On va s'approcher de l'endroit où je pointe. Regardez, c'est bourré de coquillages. Ce sont des iatelles, un mollusque qui vit dans des mers d'eau froide. On en retrouve dans le golfe Saint-Laurent. Donc, ceci atteste que l'emplacement actuel du lac des Castors au sommet du Mont-Royal, ça a déjà été recouvert par les eaux de la mer de Champlain et dans ces eaux vivaient en abondance les petits mollusques voici. Maintenant, on retourne dans une figure qui a été placée dans les notes de cours et qui provient du rapport où on retrouve la carte géologique des matériaux meubles, le rapport de Press et Kaiser. Et là, bien, c'est une coupe qui est parallèle à la rue Saint-Denis, donc c'est un profil vertical parallèle à la rue Saint-Denis et jusqu'à la rue Sherbrooke. Donc, l'escarpement de la rue Sherbrooke, là, la fameuse terrasse d'érosion que je vous ai dit, qui avait été sculptée par les niveaux décroissants du lac à l'Amsilis, la voici vue en coupe. On va la décrire du haut vers le bas. Au sommet, on a des sables littoraux, une faible épaisseur de sables littoraux. Ça recouvre, quand on est sous la rue Sherbrooke, environ 4 mètres d'argile de la mer de Champlain. Dès qu'on s'en va un petit peu plus au nord, regardez, ça épaissit. Et là, on est rendu à 10 mètres, là. Bon, eh bien, si on veut construire des immeubles un peu lourds ici, il faut déjà changer à enfoncer des pilotis pour supporter l'immeuble, car les argiles n'ont pas une très grande capacité portante. Et on avait dit également que ces argiles-là sont susceptibles de se contracter par dessiccation et causer des problèmes d'affaissement irrégulier du sol qui peuvent briser des dalles d'immeubles. Un problème qu'on a eu autour du parc La Fontaine, par exemple. Plus profondément, on atteint le till de Fort Covington, puis le till du Wisconsin moyen, qu'on appelle un till intermédiaire ici.
Et plus profondément, on a le til de Malone. C'est étonnant de constater que en dessous du til de Malone, c'est la roche en place, bien sûr, mais on voit un encoche d'érosion. Donc, l'encoche d'érosion qu'on voit ici, c'est récent, ça date du lac Alamsilis. Le rose qu'on voit par-dessus, je n'ai pas mentionné, c'est un remblai qu'on a ajouté pour adoucir la pente. Autrement dit, la pente naturelle était bien trop raide pour la circulation des voitures sur la rue Saint-Denis. Il a fallu adoucir cette pente-là. Et là, bien, donc, la pente naturelle du terrain, c'est plutôt la pente que voici. Et on voit qu'au même emplacement, il y a déjà une encoche d'érosion qui est directement dans la roche, mais dont l'âge est inconnu. Maintenant, est-ce qu'on peut bâtir des immeubles avec les matériaux meubles dont on vient de parler? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, on utilise principalement le béton et le principal ingrédient dans la composition du béton, c'est le sable et le gravier. Donc, des sédiments fluviatiles datant du retrait des glaciers. Mais on a pu bâtir aussi des immeubles là où le til est en surface, soit le til de Fort Covington ou le til de Malone. Quand c'est en surface, eh bien, on se retrouve avec un terrain recouvert de blocs et de cailloux. Eh bien, à une époque lointaine, on ramassait ces blocs et ces cailloux pour ériger des murs entre les propriétés et même des petites structures. Je vais vous montrer la structure la plus remarquable à Montréal, bâtie en pierre des champs. Voici. Ça s'appelle la maison Urtubise et c'est situé dans Westmount, le long de la côte Saint-Antoine. Cet immeuble date de 1739. Donc, c'est un souvenir de l'époque de la colonisation française. C'est un des rares immeubles résidentiels qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut parler ici d'une construction durable. Et on va regarder un détail de la construction. Regardez les blocs de construction ici. C'est tout à fait de forme quelconque. C'est des pierres des champs ramassées. Il n'y en a pas deux pareils. C'est des compositions différentes. Les foncés, c'est des calcaires de la région de Montréal. Et ceux de teinte claire, certains des blocs proviennent du Boutier canadien. Donc, c'est un gigantesque casse-tête assemblé pierre par pierre, jointé avec du mortier. Quel travail! On ne bâtit plus comme ça aujourd'hui. Eh bien, à une certaine époque, dans les années 1700, c'était encore une façon de bâtir. Eh bien, ceci complète ce dernier module sur la géologie des matériaux meubles de l'île de Montréal.